Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Alors un épisode un peu particulier, donc ça va être le compte-rendu de cette première journée en commission des finances de l'Assemblée nationale de la revue du projet de budget 2026. Donc je vais vous présenter de manière assez factuelle ce qui a été discuté, ce qui a été adopté, ce qui a été rejeté. Et j'essaierai de reproduire cet exercice pour les jours qui viennent, autant que possible, sachant que c'est assez laborieux et parfois ennuyant d'écouter les débats en commission des finances. Donc le préambule usuel que je vous laisserai lire. Et donc nous allons voir dans cette vidéo ce qui a été discuté donc aujourd'hui. Les débats viennent de se terminer, j'enregistre dans la foulée. Il est minuit passé d'ailleurs. Et puis je vous laisserai, donc la vidéo sera chapitrée, donc vous pourrez aller voir directement les sujets qui vous intéressent. Et comme d'habitude, les sources sont en description et notamment vous aurez le lien vers tous les amendements auxquels il sera fait référence dans la vidéo. Donc ce sera plus simple si vous voulez creuser un sujet en particulier. Alors quelques généralités donc, pour cette première partie, donc la partie recettes, donc tout ce qui est impôts, taxes. Il y a eu donc 1765 amendements déposés, dont 1500 vont être considérés, donc sont recevables. Et un petit graphe sur la base de chiffres donnés par le président, donc Éric Coquerel, sur le nombre d'amendements par groupe. Et la consigne était que le nombre soit à peu près proportionnel par rapport à la taille des groupes à l'Assemblée. Et en fait, vous voyez que notamment on va dire le socle commun n'a pas vraiment joué le jeu et a abusé en nombre d'amendements. On peut supposer qu'il souhaite jouer la montre, puisque maintenant le chronomètre tourne pour tenir les 70 jours. Et comme probablement ils veulent éviter qu'il y ait trop d'amendements et notamment trop de taxes additionnelles qui apparaissent, donc on cherchait à jouer la montre pour tuer le débat et faire en sorte que ce budget passe par ordonnance. Et ne soit pas voté, la version finale ne soit pas votée à l'Assemblée. Enfin, bon, l'avenir nous le dira. Donc ce que je vous présente là pour l'instant, c'est ce qui a été discuté en commission des finances, mais sachez que ça va être rediscuté par la suite en séance publique à l'Assemblée nationale, puis ça ira au Sénat, puis probablement ça reviendra en commission mixte paritaire, et après encore à l'Assemblée pour la version peut-être finale. Donc on n'a pas fini d'en parler. Ça va nous occuper de toute façon jusqu'au mois de décembre. Et ce que je vous présente, c'est une liste non exhaustive des sujets. Je me concentre sur ce que je pense être assez majeur, ou en tout cas ce qui m'intéresse particulièrement, mais il y a plein d'autres sujets qui sont discutés et que je n'évoque pas dans cette vidéo. Alors commençons donc les impôts sur le revenu. En fait, il était prévu que ce soit une année blanche, donc que le barème ne soit pas modifié, notamment à tous les ans, le barème est indexé sur l'inflation, et donc pour une année blanche, le barème ne serait pas modifié, et donc pour 2026, ce serait le barème 2025. Il y avait quand même eu des amendements déposés, bien entendu. LFI qui a déposé son amendement pour refaire un barème à 14 tranches, qui a été rejeté, mais je vous renvoie vers l'épisode JCP numéro 18 pour avoir plus de détails. J'avais regardé ça un peu dans le détail, je vous laisserai aller voir. Il y avait eu d'autres amendements pour augmenter, bien entendu, les barèmes et les pourcentages sur les impôts. Et donc tout ça a été rejeté. Et puis après, il y avait toute une série d'amendements pour indexer une partie des tranches, et au final ce qui a été retenu, c'est l'indexation de la première tranche, donc celle à 0%, pour que le plafond ou le seuil, pour passer de 0 à 11% de taux d'imposition, soit lui indexé sur l'inflation, ce qui éviterait qu'environ 200 000 foyers deviennent sujets à l'impôt sur le revenu, parce que leur revenu dépasserait ce seuil, puisqu'il ne serait pas augmenté de l'inflation. Mais en pratique, ça veut dire que tout le monde va pouvoir en bénéficier, même ceux qui payent, enfin en tout cas ceux qui payent des impôts, puisque la première tranche ou la deuxième tranche, il y a environ 200 euros, il y avait 120 euros à peu près d'ajustement lié à l'inflation,
Et comme ces 120 euros vont rester imposés à 0% au lieu de passer à 11%, et donc voilà, ça fait environ 12 euros d'impôt en moins pour tout le monde qui est sujet à l'impôt sur le revenu. Ensuite, donc des contributions exceptionnelles, donc la CDHR et la CEHR. La CDHR qui était une mesure exceptionnelle de l'année dernière pour que le taux d'imposition soit au moins égal à 20%, donc pour ceux qui ont des revenus fiscaux de référence supérieurs à 250 000 euros ou 500 000 pour un couple. C'était en fait ce cas de figure, hein, qu'on a des hauts revenus mais qu'on arrive avec un taux moyen inférieur à 20%, c'est notamment lorsque les revenus sont surtout composés de dividendes, et que comme les dividendes sont imposés à 12,8%, puisque dans les 30% du PFU, il y a 12,8% c'est de l'impôt, et les 17,2% de CSG, CRDS. Donc en gros, dans ces cas de figure, on peut arriver à une moyenne inférieure à 20%. Il y a eu des propositions, bien sûr, d'augmenter à 30%, ça a été rejeté. Et au final, ce qui a été retenu, c'est que cette contribution dite exceptionnelle soit prolongée tant que les comptes de la France ne reviennent pas avec un déficit inférieur à 3%. Donc autant dire que ça va durer un certain temps. Et la CEHR, qui est aussi une mesure exceptionnelle depuis 2011 ou 2012, qui est aussi pour surimposer donc ceux qui ont ces revenus fiscaux de référence supérieurs à 250 000 ou 500 000. Pareil, aujourd'hui c'est un barème à 3 à 4% d'impôts supplémentaires, et il était proposé encore d'augmenter jusqu'à tripler ces taux. Donc tout ça, ça a été rejeté. Donc pas de changement pour la CEHR. Une nouveauté, donc une création d'un amendement, enfin d'une fiscalité qui soit liée au passeport, donc pour les Français, même résidents fiscaux à l'étranger. L'idée, c'est que pendant 10 ans, si vous avez des revenus supérieurs de 130 000 euros et que vous êtes donc résident dans un pays qui, lui, a une fiscalité sur le revenu ou le patrimoine qui soit inférieure à 40% à la fiscalité française, alors les revenus qui dépassent ce seuil resteront imposés au barème français, même si vous êtes résident à l'étranger, et que ce ne soit pas donc la fiscalité locale qui s'applique. Ça sous-entend que les conventions fiscales entre la France et les pays, et notamment ces pays qui ont, on va dire, une fiscalité plus avantageuse que la France, soit renégociées, ce qui va forcément prendre du temps, ce qui peut-être n'arrivera jamais. Donc, et puis après, je ne sais pas comment ils vont calculer les 40%. Ça. Bon, bref, c'est un amendement de principe. Dans les modalités, on verra. Déjà, on verra si ça reste. Puis après, la mise en œuvre, on va voir, quoi. Il y avait donc aussi sur le crédit impôt service à la personne, donc c'était voilà, quand vous avez fait appel à différents services, vous pouvez avoir un crédit d'impôt en face. C'est notamment tout ce qui est l'aide à domicile, la garde d'enfants, le ménage, le jardinage, les services informatiques. Vous pouvez donc voilà, avoir un crédit d'impôt pour ça. Et il était proposé de revoir ou de restreindre ce crédit d'impôt, donc pour faire des économies, hein. Et donc tout ça, ça a été rejeté, en gros sur les arguments que ça évite d'avoir du black, hein, de l'informel, et que ça aide à l'emploi, et que donc ça permet justement aux gens qui sont salariés d'avoir des cotisations sociales, et donc d'avoir notamment une couverture sociale en conséquence. Donc pas de changement de ce point de vue sur ce sujet crédit d'impôt. La taxe sur les holdings, donc une nouveauté proposée par le gouvernement dans l'article 3 du projet de loi. Donc il était proposé que ce soit complètement supprimé, donc ça a été rejeté, et la gauche, bien entendu, soutient cette taxe nouvelle, hein, même s'ils admettent que c'est inefficace et que ça remplira pas ses objectifs, parce que il y a tellement d'exonération, d'exclusion que les gens vont forcément s'adapter, feront en sorte de ne pas être sujets à cette taxe, mais bon, ils préfèrent quand même la soutenir, même s'ils savent que ça servira à rien. Et donc il y a quand même un amendement qui finalement a repensé complètement l'objet de cette taxe pour que ce soit applicable uniquement lors d'une succession. Bon, je vous laisserai aller voir l'amendement parce que c'est assez complexe. Voilà, ça demande effectivement de bonnes connaissances sur la fiscalité des entreprises et des holdings pour bien comprendre et saisir les enjeux de ce sujet. Alors le PFU, donc il y avait forcément différents avis sur le sujet, donc certains ont proposé carrément de le supprimer, la gauche proposait de supprimer le PFU, et donc que ce qui aujourd'hui sujet au PFU redevienne sujet à l'impôt sur le revenu.
Et d'autres propositions étaient d'augmenter la part de l'impôt sur le revenu, donc passer de 12,8 et de l'augmenter jusqu'à 17,8 selon les amendements. Donc tout ça, ça a été rejeté. Donc finalement, pas de changement au PFU pour l'instant à la commission des finances. Tout un chapitre sur on va dire les taxes du patrimoine. Hein. Bien sûr, il y avait le sujet, la taxe Zuckman, qui est revenue sur le tapis, mais après, tout ce qui est associé à ça, donc l'impôt sur la fortune immobilière, l'impôt sur la fortune financière, une nouveauté. Donc il y a eu tout un sujet, une grosse discussion là-dessus. Donc il y avait, la gauche a proposé de remettre en place un ISF, qui était donc similaire à l'ISF historique, on va dire, avant 2017, ou de mettre en place la taxe Zuckman, de mettre en place une taxe exceptionnelle sur le patrimoine, bref, taxer, donc tout ça, ça a été rejeté. Le RN, donc, qui commence à avoir un début d'avis sur la fiscalité, propose un impôt sur la fortune financière, donc en gros c'est l'opposé de l'IFI, donc ils enlèvent la résidence principale et ils proposent de taxer tout le reste du patrimoine non professionnel. Ça a été rejeté, même par la gauche, hein, alors que ce serait une taxe additionnelle, mais ça a été rejeté par la gauche, qui est un peu épidermique, je pense, hein, dès qu'il y a une proposition du RN, la gauche a tendance à voter contre par principe. Et l'UDR qui proposait de supprimer carrément l'IFI, donc ça a été rejeté, et puis d'autres propositions aussi de simplifier ou d'alléger l'IFI pour retirer une partie de l'immobilier, tout ça, mais tout ça a été rejeté. Donc en pratique, pas de changement à la situation actuelle. Pour l'instant, on reste sur une base IFI simple. Sur les PEA, donc il y avait des propositions de l'UDR, des amendements, donc pouvoir détenir plusieurs PEA et d'enlever le plafond de 150 000 euros de versement. Donc ça, en fait, ce serait en cohérence avec les recommandations de la Commission européenne dans le cadre de l'Union de l'épargne et l'investissement, mais je vous renvoie vers l'épisode JCP numéro 19 que j'ai fait il n'y a pas longtemps, parce que ça fait partie de ces recours. Mais ça a été rejeté par la Commission. Alors après, sur les taxes, la surtaxe sur les bénéfices des entreprises, hein, pareil, c'était un truc exceptionnel de l'année dernière, qui est reconduit, qui est proposé d'être reconduit, et de diviser par deux cette surtaxe. Donc ça passerait de à peu près 8 milliards à 4 milliards de recettes pour l'État. Alors il y a eu donc le débat classique, proposition de supprimer cet impôt qui ont été rejetés, propositions de modifier ou d'augmenter cet impôt qui ont également été rejetées, et ce qui a seulement été accepté, c'est d'exclure explicitement les entreprises de taille intermédiaire, parce qu'il y a un seuil en fait de chiffre d'affaires. Il se trouve qu'il y a quand même des entreprises dites de taille intermédiaire qui sont concernées par cette surtaxe. Donc l'idée, c'est de les exclure explicitement de cette surtaxe. Ensuite, donc les niches fiscales, donc ça fait l'objet de l'article 5 qui propose de supprimer 23 niches fiscales. Alors donc parmi les 23, je ne vais pas toutes les lister, mais il y a notamment une qui a fait pas mal de bruit, il était proposé de soumettre à l'impôt les indemnités liées aux affections longue durée, donc pour les gens qui ont des maladies graves et qui reçoivent des indemnités. Aujourd'hui, elles sont exonérées d'impôts. Ces indemnités sont exonérées d'impôts, et il était proposé que ça devienne sujet à l'impôt. Et globalement, donc, c'est un accord large, en tout cas, extrême gauche, extrême droite, on va dire. Donc si on retire le socle commun, donc il y a eu un accord de supprimer cette proposition. Et voilà. Et en fait, donc la séance s'était terminée en cours de revue de cet article 5, donc à suivre demain. Et parmi tous les autres amendements que je dirais peut-être un peu de mineurs, en tout cas, je vous laisse lire. Donc il y a eu un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés avec donc des changements, soit de suppression de niches fiscales, enfin je vous laisse regarder, mais il y a peut-être un sujet, c'est sur la prolongation jusqu'à la fin 2027 de la non-imposition des pourboires.
parce qu'il était effectivement proposé que ces pourboires deviennent sujets à l'impôt. Et le dernier point, donc le retour de l'exit tax sur une durée de 15 ans au lieu des 2 ans actuels. C'est pareil en 2000, je pense que c'est en 2017 quand Macron est arrivé. Il a modifié l'exit tax pour mettre cette durée. Alors c'est la durée durant laquelle, lorsque vous devenez non résident français, si vous conservez vos actions qui ont une certaine plus-value, mais que vous ne concrétisez pas la plus-value durant cette période, donc 2 ans, en l'occurrence, pour aujourd'hui c'est 2 ans, alors vous n'êtes pas taxé. Et donc, en gros, pour dissuader les gens de quitter le pays pour concrétiser de la plus-value à l'étranger, et donc d'être sujet à la fiscalité étrangère, c'est d'augmenter ce délai pour que ce soit plus contraignant et que les gens se retrouvent finalement à concrétiser la plus-value durant ces 15 ans et donc être imposé en France sur cette plus-value. Donc ça, c'est revenu. On va voir après si ça reste. Et parmi, donc, vous avez une liste là des amendements qui ont été rejetés, donc des propositions qui ont été faites mais rejetées. Donc, il était proposé notamment un crédit d'impôt pour la stérilisation des chiens et des chats. Parce que visiblement c'est un problème, donc ça a été rejeté, mais il était proposé effectivement d'avoir un crédit d'impôt pour ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas encore vu, peut-être que c'est dans des amendements qui n'ont pas encore été abordés, la subvention pour croquettes, puisque ça avait été proposé mais rejeté l'année dernière, donc on va voir si ça revienne, si c'est à nouveau proposé cette année. Et puis voilà, autrement, il était proposé de supprimer l'abattement de 40% sur les dividendes qui sont sujets à l'impôt sur le revenu. Donc, quand vous avez le choix, si vous n'êtes pas sujet, si vous ne soumettez pas les dividendes au PFU, vous pouvez les soumettre donc à l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40%. Il était proposé de supprimer cet abattement, mais ça a été rejeté. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je retiendrai de cette première journée. Bien entendu, vous pouvez aller voir dans le détail, et puis il y a peut-être d'autres sujets qui vous intéressent. C'était une journée assez copieuse, je trouve. Pas mal de sujets assez conséquents, en tout cas en théorie. Si c'était passé, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été refusées. Et au final, globalement, peu de changements par rapport aux documents d'entrée. Mais voilà, quand même pas mal de débats sur des sujets majeurs. On va voir demain la suite des débats et j'essaierai de vous faire un compte rendu similaire demain soir.